Salut les amis, on se retrouve pour un nouveau live des balayeurs. On vous le rappelle, c'est tous les dimanches à 11h avec Matt évidemment qui est avec moi. Salut Matt. Salut à tous. Alors on va vous parler de hockey français, de Magnus bien sûr, de NHL également et de français. Pas encore en NHL forcément. Certains oui, certains non, pourquoi mais pas. Potentiellement. C'est ça. Des jeunes espoirs là qui les sont potentiels français qui partent à l'étranger, là plus accès à Amérique du Nord. Ouais, exactement. Et puis on espère que vous serez nombreux pour discuter de tous ces sujets avec nous, parce qu'on a une Magnus qui est vraiment passionnante. Ouais. Peut-être plus que jamais. Donc Ouais, ça ouais, va être un peu un des angles de l'émission. On vous le cache pas, on se matin. faisait un petit récap juste avant des matchs et c'est vrai qu'il y a de sacrés résultats. Hein. Ah ouais, des surprises souvent. Et puis très incertain. D'habitude, c'était plutôt facile de parier sur la Magnus. Là, franchement. Bah, il y avait toujours un dernier avec qui tu pouvais te faire tes 3 points faciles, mais là, il y a des sacrées surprises et le championnat est hyper passionnant parce que les matchs, c'est quasi que du 50-50 sur ce début de championnat. Donc, ouais, faut surveiller les blessés. Pour les parieurs, en tout cas, on vous conseille vraiment ça. De surveiller tout ce qui est blessé, forme du moment, etc. Parce que mais c'est compliqué, c'est pas très lisible. Hein. À part rond, c'est hyper compliqué. Hein. Ouais, non, vraiment, c'est passionnant. Justement, c'est passionnant parce que c'est un championnat qui est, on va pas dire homogène parce qu'il y a toujours une petite locomotive, mais ouais, par rapport aux années précédentes, je sais pas si on n'est pas sur l'un des débuts de saison les plus prometteurs en tout cas. Bah, moi, c'est mon avis, je pense qu'on vit cette année, ça va rentrer dans le rang sûrement au niveau de la hiérarchie un peu, mais quand même, le championnat de Magnus le plus intéressant depuis longtemps, on disait pas mal entre nous, entre passionnés, que la D1 était beaucoup plus dense et intéressante à suivre, parce qu'incertaine ces dernières saisons. Mais si la Magnus commence à partir sur le même type de championnat, déjà c'est bien. Ça serait bénéfique pour le hockey français en général. Puis à suivre, c'est beaucoup plus sympa hein, de lancer un match et se dire bah tiens, peut-être que ça sera un tel qui gagnera ou peut-être que ça sera l'autre. Donc ouais, avec des facteurs X bien sûr, comme les gardiens. Et il y a des très bons gardiens, y compris dans les équipes qu'on attendait plutôt en bas de tableau. Donc ça, c'est aussi très intéressant. Merci à tous ceux qui nous rejoignent en live. On va essayer de passer les commentaires au fur et à mesure. Surtout, n'hésitez pas à nous écrire sur Kik, ça apparaît automatiquement normalement. C'est notre plateforme principale. Et puis sur Facebook, vous nous faites en commentaire. On peut saluer le fidèle Nino qui nous dit hello les amis. Salut Nino. Ouais, il y a Franck, Thibaut, Ginny qui nous regarde aussi depuis Facebook. On vous conseille de migrer petit à petit vers Kik parce que c'est là où ça va être le plus sympa, le plus interactif, je pense. Donc carrément. Au fur et à mesure, on est très heureux bien sûr que vous soyez là avec nous. Mais voilà. Et d'ailleurs, on voulait vous remercier en ce début d'émission pour le succès de notre lancement. On est quand même très content parce qu'on partait on a des petites communautés, chacun de passionnés. Mais on partait quand même, on se lançait avec un projet complètement neuf, 0 abonnés, 0 tout. On est parti de 0. Et les chiffres sont pas mal. Les chiffres sont pas mal et encourageants. Donc on remercie tout le monde, notamment ceux qui nous ont partagé sur Twitter. Donc ça va être Slapshot Magazine, Philippe, toutes les personnes qui ont RT avec leur compte perso. Plan de match, c'est top, merci les gars. C'est incroyable et on voulait vous remercier parce que ça nous fait clairement plaisir. Ouais, puis c'est notre positionnement aussi et notre envie. Il faut qu'il y ait un maximum de contenu intéressant sur le hockey. On n'est pas dans un esprit compétitif. Au contraire, on souhaite qu'il y ait le maximum d'initiatives faites autour de ça et qui viennent du hockey français et francophone. Donc lancez-vous si vous avez envie. Faites des podcasts. Ça me permet de rebondir ce que tu dis parce que on parlait de Nino tout à l'heure qui nous a dit salut sur Kik. Il a lancé son podcast avec un ami à lui. Donc ça s'appelle le Podcheck, Podchek. C'est disponible sur Spotify et sur les autres applications de podcast. Donc je vais aller découvrir ça bientôt. C'est vraiment hyper quali, puis il y a des invités, etc. Les sujets abordés sont hyper fun et tout. Et pour les amateurs de podcast ou non, allez-y. Voilà. Les yeux fermés, je vous le conseille. C'est des passionnés et ils le méritent amplement. Le mot de Laurent qui lui nous parle de la D1 et d'Épinal qui va survoler le championnat.
Je sais pas, il faut faire attention à Dunkerque, il faut faire attention à Nantes, on va pas parler de D1 dans cette émission-là spécifiquement, mais un petit mot pour dire attention Laurent, c'est pas forcément complètement acquis pour Épinal non plus, même si c'est le tenant du titre. C'est que tout peut arriver en D1. Et à mon avis, alors là on va pas s'étaler sur la D1, mais à mon avis les places ça sera comme d'habitude, ça va se jouer à 2-3 points. Ça va être chaud et très intéressant. Et un troisième sera peut-être à 2 points du sixième, un deuxième pareil à 3 points du 8 ou non mais c'est... Et puis finalement, vu du point de vue de la Magnus qui nous intéresse aujourd'hui, ce qui est surtout intéressant, c'est qui serait potentiellement l'équipe qui descend de Magnus en D1 et qui serait potentiellement l'équipe qui pourrait monter en Magnus, sachant qu'aujourd'hui on sait que les critères sont plus du tout sportifs, enfin plus principalement sportifs, même si ça fera la différence entre deux bons dossiers, il faut déjà avoir le dossier, et ça le dossier, il y en a pas beaucoup de clubs de D1 qui sont capables de le faire. Et les clubs de D1 ils réfléchissent déjà. Parce que le dossier, c'est au mois de novembre qu'on le sollicite pour la première fois. Et moi, c'est pas par hasard que je citais les 3 clubs que je citais. Pour avoir eu des petites informations dans un certain club de l'Ouest, ça demande déjà aux partenaires s'ils seraient prêts à monter un peu les dons et les investissements pour savoir si c'était possible de monter en Magnus. Donc ça, pareil, ça sera aussi passionnant que la Magnus à suivre, parce que la D1 reste... un championnat, je vais pas dire de haut calibre, mais hyper intéressant sportivement. Et puis on souhaite le meilleur à toutes les équipes, hein, évidemment. Et puis j'espère que ce sera un championnat aussi passionnant que les dernières années. Complètement. Le commentaire de Ginny sur Tours, Joker, parce que on est investi pas mal avec le club de Tours. Donc voilà, on va se passer là-dessus, vous comprendrez pourquoi. On est un peu jugé parti. Donc voilà, on souhaite à Tours, comme à toutes les autres équipes de D1, une très belle saison. Et on va passer à notre page Magnus. Puisqu'elle est riche, il y a 2 journées qui se sont passées, c'est l'avantage de la Magnus aussi, ce double aller-retour qui fait qu'on se régale de plein de matchs, et c'est bien pour la visibilité et le niveau de cette Ligue Magnus et l'attractivité de cette Ligue Magnus. Ça, c'était une bonne réforme en tout cas de passer à ces 44 matchs de saison régulière. 2 journées avec, là encore on disait l'autre surprise. On va rappeler les résultats peut-être, Mathéo, rapidement. Donc c'était la journée de mardi, on a eu le droit à un Briançon-Rouen passionnant dans le jeu, avec une victoire de Rouen 6-4 à l'extérieur, donc ça fait 4-6 au score. Un match vraiment hyper intéressant qui a conquis les supporters briançonnais. Briançon envoie du spectacle en ce début de saison. C'est dingue. C'est pas un promu qui a peur. Enfin, un promu, c'est pas une équipe dont on a peur qu'elle descende, qui joue très bas et qui non, il la joue à fond. Ils ont un entraîneur qui est volontaire, qui est offensif, qui aime son équipe jeune, etc., qui a l'air d'adhérer à fond. Après, on verra peut-être pour le cas de Briançon l'importance de la perte de Colombin quand même. Qui est un de leurs très bons joueurs. Donc on verra, peut-être attention à ça, ou blessés, etc. Sûr, mais à plein potentiel, équipe intéressante. C'est ça, dans la présentation de l'équipe qu'on avait faite dans nos pronos, on vous invite à aller revoir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. On avait parlé de cette équipe jeune, c'était un peu un pari de partir sur ça, mais on avait dit que si ça passait, ça pouvait être intéressant, aller se battre avec des équipes un peu plus hautes. Là, de ce qu'on a vu, moi, de ce que j'ai vu comme commentaire des supporters de Briançon, apparemment c'était vraiment... ils n'avaient pas vu ça depuis longtemps à Briançon. Voilà, on sait que c'était une équipe qui était dans la difficulté en Magnus depuis maintenant, je sais pas, 3-4 ans. Et réussir à retrouver une équipe avec une identité de jeu et faire plaisir aux supporters. C'est ça. C'est peut-être que faire en sorte que les supporters arrivent à s'identifier, à aimer cette équipe, je pense que c'était déjà l'étape numéro 1. Et puis maintenant, si on arrive à aller chercher des résultats... Le bon casting du coach et derrière de son projet sportif, les choses ont été faites de façon cohérente, on le voit, bien préparées. Et du coup, ça permet, et c'est un bon pari pour les équipes qui ont supposé le bas de tableau, d'essayer de prendre des points rapidement, parce que les gros sont pas forcément encore tous au point, etc. Il y a des équipes en rodage encore. On voit, Marseille a pris des points déjà, Cergy en a pris, mais hélas au classement ça se voit pas trop parce qu'il y avait ces points de pénalité. Néanmoins, ils en ont pris beaucoup, des points de la victoire depuis ce début de saison. Donc voilà, des équipes qu'on attendait peut-être en bas. Nice, on sait pas trop. Et inversement. Playoff ou bas. Et inversement, avec des Bordeaux qui ont du mal, Gap qui a extrêmement de mal, Grenoble qui connaît aussi des débuts compliqués. On peut parler aussi d'Amiens là, qui a fait une d'ailleurs, tiens, pour avoir la vision de tout ça, je t'ai coupé en plein milieu des résultats. Pas de soucis. Mais c'est bien, ça, ce commentaire de nul, il a raison.
des grosses cylindrées qui n'aiment pas forcément jouer des petites équipes qui ne sont pas tellement des petites équipes, ne sont plus tellement des petites équipes et qui sont vraiment capables de les emmerder. Quand le gardien est au niveau sur le match, tout est possible. C'est des matchs compliqués, des matchs qui fatiguent les joueurs. Ces matchs-là, généralement, c'est pas des équipes qui se laissent faire, donc il y a de l'impact physique. Et puis quand t'as un gros gardien, que tu tires, je sais pas combien de tirs et que ça rentre pas, même pour un attaquant, je pense qu'à un moment ça arrive à être fatigant de tirer 5 fois et se dire ça va jamais rentrer. Donc voilà, ça rebondit un peu sur ce qu'on disait au début. La Magnus devient serrée, en tout cas sur ce début de championnat. On va pas faire. En tout cas, elle est passionnante, quoi. Et puis elle est excitante et on voit que toute la mobilisation des supporters de chaque côté, de la communauté hockey est forte parce que c'est très excitant. Finalement, si on avait une super retransmission de chaque match, ce serait incroyable. Ce serait vraiment une belle en tout cas, on a alors même si on n'a pas forcément la forme pour mettre en avant, sur le fond, les matchs sont vraiment hyper intéressants et je suis sûr qu'on arriverait à séduire n'importe qui avec ça, peu importe où en France. De toute façon, là, il y a des grosses équipes un peu partout. C'est le sport à grand spectacle, ok, c'est ça. Et en termes de spectacle, c'est sûr que là, si on arrive à allier le fond et la forme, il y a moyen de faire de grandes choses. Ouais, il y a Thibaut qui pose une petite question sur ce que ça donne Tom Aubrin pour l'instant à Chamonix. On a vu du très bon et du moins bon, mais là c'est plutôt du très bien sur les dernières sorties. Ouais. J'ai un doute sur Grenoble-Chamonix, je crois que c'était Lucas Minier. Voilà, et il y a une alternance aussi. C'est ça. Mais pour l'instant ça passe. La preuve en est que Chamonix a important d'avoir un duo solide. A battu Grenoble, à Grenoble, 3-2. Un plan de match qui nous dit la bonne retransmission, ça va arriver la saison prochaine. On croise les doigts. On espère, on attend que ça. Du coup, oui, je disais Chamonix qui va battre Grenoble à domicile 3-2 en temps réglementaire. Grosse avec un surprise, gros match de Lucas Minier. Donc ça déjà, c'était c'est très fort. Minier, parce que son frère Jordan avait marqué, je crois. Avec Gap, c'est ça. Et puis là, Chamonix-Gap, donc la rencontre des Muniers, qui est gagnée par les Pionniers 5-3. Donc ça semble aller un peu mieux c'est une semaine à 6 points pour Chamonix. Grosse semaine, Et puis pour Gap, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est compliqué. Ouais, tout à fait, absolument. Donc, il y a eu des résultats plutôt logiques par contre aussi, comme Rouen qui continue sous cavalier seul. Pour l'instant, il n'y a pas de faute en Ligue Magnus pour les Dragons qui gèrent parfaitement sur ce plan-là, quoi. C'est ça. Même si défensivement, ça avait l'air d'être compliqué contre Briançon. Ils font tourner aussi leur gardien. Tonin Kobe a quand même pas mal de matchs. On avait parlé, on l'avait vu un petit peu en CHL. C'est ça, mais c'est surprenant côté Rouen parce que Pinta c'est pas le genre à laisser des matchs et puis c'est Rouen. Je pense qu'on n'a même pas besoin d'en dire plus. Moi je les voyais premiers. Moi je les voyais premiers dans mon pronostic et puis même c'était quand on est dimanche, c'était vendredi contre Cergy. Tu vois quand même qu'il y avait un gap entre les deux équipes. Ouais, logique. Attendu en tout cas à ce niveau-là. Il y a eu des matchs aussi au tir au but qui sont joués au tir au but, ça a été intéressant à suivre. Il y a Anglette qui a enchaîné cette semaine 2 tirs au but, donc à mon avis il doit y avoir un sacré repos côté Anglette contre Gap. On en parlait de ce match aussi où les deux équipes n'avaient toujours pas marqué depuis le début de championnat et se sont réveillés dans ce match parce qu'on a eu le droit à un 5-5. Avec des tirs au but remportés par les Anglois. On peut parler de... tu veux parler de quoi? Moi j'ai bien envie de parler d'Angers parce que Angers qui avait quand même un match à Amiens à négocier. Pas facile. Pas cadeau. Et la réception de Grenoble. Je veux dire, ça peut être facilement 2 journées à 0 points. Et à l'arrivée, les Ducs qui ont gagné les 2. Donc ça se positionne quand même très sérieusement sur le haut de tableau du côté et pas des moindres. Voilà. Même pour préciser, pour le Amiens-Angers, Mario Richet a quand même sorti dans la presse que c'était mérité. Oui, on sait, le franc-parler, on le connaît de pour Mario. Pour te dire que Angers a dû laisser une très très belle impression à Amiens. Et puis Grenoble... Amiens, pour le coup, c'est pareil, c'était l'équipe un peu hype
du début de saison. Là, ça retombe déjà un peu. Voilà, va falloir redresser la. Eux, ils n'avaient pas non plus un calendrier très simple. Hein. Mais bon, la défaite à Briançon, elle peut piquer un peu. En tout cas, je pense que l'ego des Canadiens d'Amiens est un peu secoué là, quelque part. Donc on va voir s'il y a de la réaction dans la foulée. Ouais, ça va pas être bon de jouer à Amiens, je pense, prochainement, parce que là, la réaction va être attendue et en connaissant Mario Ricci, ça va pas rigoler. Ah bah, il y aura peut-être des réajustements, c'est probable. Alors on va lire ce qui est écrit. Il faut de gros moyens pour retransmettre correctement un match de hockey et aucun média n'est prêt à mettre le paquet pour un retour sur investissement très aléatoire. C'est la réalité du hockey, plus facile de suivre le palais dans une patinoire que sur un téléviseur. Ouais, c'est une partie du débat, mais en même temps, on voit d'autres sports qui sont pas plus puissants que le hockey sur glace. Après, pour rebondir dessus, moi je pense à la période Covid. Y a des clubs qui faisaient avec les moyens du bord et franchement, c'était propre. Ouais, c'était. Qui ont mis des moyens dedans. Il y a des clubs qui ont mis des moyens, mais franchement, en termes de retransmission, on avait des trucs super propres pendant le Covid. C'était peut-être le seul point positif de cette période, parce qu'on a pu voir. Moi, je le dis d'ailleurs, il y a des gros groupes qui regardent pour la Magnus. Il y a le fait que la NHL ait été achetée par Beansport. Au niveau des infos quand même, ça se suit beaucoup dans les médias, on observe ce que se fait à droite à gauche. Le fait que ça vienne dans le giron des sports US côté Beansport, ça semble marquer qu'il y a un intérêt quand même. Une hype hockey, on y croit. Ça serait incroyable. Là, moi je remarque que cette année, les dernières années, il y a une hype NBA qui est en train de s'installer un peu en France. Ouais, avec Victor Wembanyama. C'est ça, déjà ça. Et je me dis pourquoi pas le hockey. Si le sport américain, le spectacle arrive à conquérir les fans de foot, notamment, pourquoi pas le hockey sur glace? On part de loin parce que on n'a pas de figure aux États-Unis vraiment, et justement ça nous fait le pont parfait pour parler de la suite de notre programme et de nos Français qui essayent de percer en NHL. Alex Texier qui avait fait un break de la NHL, qui est de retour et qu'on a mis dans un fauteuil quand même hyper agréable pour son retour. Il y a pire comme ligne. Vas-y, je te laisse dire avec qui il joue là en ce moment. Patrick Lainé et le prospect Adam Fancy, donc c'est une ligne hyper talentueuse. Texier a cette chance-là de commencer le camp avec ces joueurs-là. On lui redonne confiance à Alexandre parce qu'il faut aller le rechercher en Suisse. Et c'est déjà une ligne qui a eu de l'impact. Il a eu de l'impact sur un but, même si ça n'a pas été affiché sur une feuille de match. Mais, non, il n'a pas d'assist direct. En gros, il a un rôle dans le positionnement, aspirer un défenseur et tout le jeu sans palais. C'est très intéressant sur l'action, il se rend disponible et en même temps il emmène de voir qu'il n'a pas perdu ses marques et que l'intelligence de jeu finalement ça reste, et puis que il arrive toujours à savoir un peu comment se positionner, parce que c'est quand même important le jeu de position. Il y a le jeu avec palais, mais il y a le jeu de position également. Les coachs font très attention à ce qu'on respecte les consignes et effectivement et visiblement, jouer intelligent c'est très important, et un joueur comme Alex Texier peut apporter ça. C'est un joueur qui est malin, qui est intelligent sur une glace, donc ça fonctionne. Et avec la confiance de retour et le mental de retour, ça doit aller. Sur Kik, ça parle un peu du fameux diffuseur. On parle d'un groupe européen et puis on n'a pas forcément de nom, mais il y a des idées de groupes de sport. En tout cas, on vous en parlera quand ce sera un peu plus concret. Quand on aura des infos, que ce sera plus concret, on en parlera, mais c'est vrai que c'est très très intéressant de savoir que la Magnus pourrait être diffusée de manière qualitative. On a vu des choses sympas. Quand c'est sur Sport en France, c'est chouette quand même. C'est ce que j'allais dire, c'est que il y a toutes les équipes de Magnus qui ont pu bénéficier de Sport en France. Je pense que ça a fait plaisir à tous les supporters d'avoir le droit à une diffusion de qualité, même si Fanseat c'est de manière bénévole dans les clubs. On remercie d'ailleurs toutes les personnes qui s'en chargent, parce que même si c'est pas des professionnels pour la plupart, même la grande majorité je pense. Non, mais il y en a. Et puis, même s'il y en a, il y a des passionnés. Et puis, honnêtement, on va le dire clairement, même ceux où c'est pas parfait, qui sont un peu. Non, mais ils doivent faire face à des problèmes techniques, etc. des fois. Non, mais ce sont des bénévoles, donc voilà quoi. Enfin, ils font ce qu'ils peuvent. C'est ça. Et un peu ce qu'ils veulent d'ailleurs. On les contraint déjà pas mal. Mais franchement, on crache beaucoup sur Fanseat, mais il y a des diffusions, des fois elles sont propres. Il y a des patinoires en France où ça va. Après, il y en a d'autres où tu as des gros filets, c'est compliqué de faire de la vidéo. Mais c'est un autre débat. Non, franchement, on a besoin d'un autre diffuseur, mais c'est pas non plus aujourd'hui la crise
Bah, il y en a un, on peut comprendre qu'à l'époque où le problème n'a pas tant été de choisir Fansit à l'époque, où il y avait d'autres propositions que de faire un deal qui était un peu trop long. Trop long peut-être. Mais bon, c'était la clé de l'engagement aussi. Donc bon, on verra pour cette suite ça, mais c'est très important de d'avoir quelque chose de nouveau, récupérer des super images de la qualité de notre hockey français. C'est ça. Très important évidemment. Du coup. Plan match nous d'ailleurs rien défini, regarde, on en saura plus quand évidemment, c'est le plus important. Donc on parlait de NHL, des précamps qui sont en cours. Il y a pas mal de joueurs d'ailleurs de junior major, etc. qui avaient été appelés, qui commencent à être coupés. On resserre l'effectif. On sent que ça, le bon goût de la saison reprend. On parle des Français à l'étranger. D'ailleurs, je rebondis vite fait 2 secondes sur Franck qui nous dit que Dylan Fabre, sa perte, son départ de Grenoble a fait très mal. C'est vrai. Et d'ailleurs, il a marqué cette semaine en Liga. Donc, oui. Il a marqué. On parle des Nord-Américains, mais. Un but décisif, je crois, un but vainqueur. Donc voilà, je voulais juste la placer pour le saluer. Lui en Finlande. Tout à fait. Donc il n'y a pas que Texier, il y a des plus jeunes qu'on suit attentivement, et notamment Boudon et Adamo qu'on suit attentivement. Est-ce que tu as quelques nouvelles de ce côté-là? On a vu Louis Boudon, je crois. Qui a marqué. Il a marqué dans un match de pré-camp. J'ai pas plus de news sur lui, mais je sais que du coup il a été utilisé, qu'il a pu se montrer un petit peu parce que en NCAA il était parmi les joueurs dominants. Justin Adamo, j'ai cherché mais j'ai pas d'infos. À mon avis, il n'a pas été appelé par un camp, par aucun club de NHL. Donc, il a un profil intéressant. Ça sera East Coast, gros gabarit, voire AHL, c'est possible. Je pense qu'il a un contrat double. Et puis, on peut parler d'Antoine, le gardien. Oui, qui a commencé le hockey à Dijon, je crois. C'est ça. Antoine Keller. Exactement, qui a été drafté cette année par les Caps, Washington Capitals, et qui fait partie de l'équipe de pré-saison. Ils n'ont pas été appelés pour le premier match, mais ils étaient dans c'est vrai qu'il y a Pierrick Dubé. Qui est franco-québécois ou plutôt québéco-français. Qui est international français. International français. Ils font partie du camp. Ils n'ont pas été coupés. Ils n'ont pas participé au premier match cette nuit. Mais ça reste de l'expérience à prendre, ils s'entraînent avec les joueurs de la future saison, etc. On vous donnera un maximum d'infos sur leur parcours. Puis ça sera des parcours très intéressants à suivre, parce que ça va suivre des joueurs de qualité. C'est ça, on va suivre Julien Ginca, on va suivre Gilles Bosque, Justin Adamo, Louis Boudon. On retrouve un peu quand même d'espoir. On avait un peu peur ces dernières années, il n'y avait plus trop de qui restent en France. Mais là, on voit qu'il y en a qui arrivent quand même à trouver des opportunités à l'étranger, de l'expérience, et c'est important. Surtout que c'est un gros défi, mais ça, en fait, à un moment, on se demandait qui seraient les prochains, mais même cet été, on en a eu 3 qui partent. Donc voilà. C'est ça, pour le petit point un peu NHL, on a hâte que la saison vraiment se rapproche, en tout cas la saison officielle. C'est excitant, on a quand même du lourd avec certains échanges de cet été et quelques surprises quand même. Donc on a hâte de voir très curieux de suivre Columbus. Ouais. Qui est, tu sais, j'ai l'impression que c'est un peu l'éternelle équipe espoir avec plein de cracks. Ah bah si, il y a quelque chose qui a changé fondamentalement. Oui. Mathéo, et on en parlait d'ailleurs dans le dernier live. C'est quand même le changement de coach. Et oui. On rappelle vaguement peut-être de quoi il était question. Monsieur Babcock qui demandait d'avoir les téléphones perso de ses joueurs et de pouvoir fouiller pour s'informer sur la suite de suivre les photos, les messages, etc. Donc c'était avoir accès aux données privées, et puis finalement... Ça sortait le roussi un peu en gros pour les méthodes old school de Mike Babcock, et malgré le soutien de ses joueurs. Mais il y avait eu le syndicat. Il s'est tassé rapidement, et c'est un entraîneur québécois qui prend sa suite, du coup, qui était déjà dans de Columbus. Donc on va voir, est-ce que ce sera le permanent, on ne sait pas. Tout le monde, évidemment, au Québec s'est excité pour la potentielle place pour Patrick Roy, parce que après avoir mené j'ai l'impression qu'à chaque côté NHL, ça parle de Patrick Roy, mais en même temps, c'est logique. C'est devenu le sujet le plus hype après le retour des Nordiques, qui aujourd'hui n'est plus un sujet. Donc voilà. Et puis Nino qui nous dit Go, Leaf, go.
Pourquoi pas. N'hésitez pas à nous dire si vous suivez des équipes de NHL, évidemment. Vous l'avez vu sur la miniature avec le beau maillot des Colorado Avalanche que je portais, qui était ce floqué au nom de Bellemare à l'époque. Pierre-Édouard Bellemare. Voilà, exactement, notre Frenchie. Donc voilà pour la petite page NHL. Voilà, c'est du début d'infos un peu. C'est qu'en fait, pas dans la saison. C'est les tout premiers matchs de pré-saison. Donc aujourd'hui, on peut pas parler de grand-chose à part citer les joueurs qui ont été appelés. On peut parler de la future génération qui arrive aussi. Il y a 3 gros cracks, on en parlait juste avant le live, parce que on a accès aux highlights, etc. Et puis il y a des buts qui nous font dire que. Oui, on parle de Fantini, mais alors Connor Bedard, c'est régal. Connor Bedard, il marque des buts de partout, c'est à se demander s'il triche pas cet homme-là. Logan Cooley. Je pense, si vous n'avez pas vu son but, je vous invite à aller le chercher. À mon avis, il doit être trouvable partout. Tellement excitant à voir jouer ce joueur là, franchement. Mais les 3 là, Fantasy, Cooley et Bédard, chapeau. Là, il y a une génération, c'est 2005. C'est highlight sur highlight pour l'instant, pour ces joueurs-là. Donc, on leur espère la même chose en saison régulière et en play-off, mais il y a de quoi faire de sacrés joueurs. C'est clair. Et puis là, il y a Laurent qui nous parle des Canadiens de Montréal qui donc ont fait le choix de prendre le défenseur qui a priori était le plus doué de toute la draft, c'est-à-dire Reinbacher. Je sais pas si tu as vu la vidéo, je te montrerai hors cam, où justement les journalistes lui demandent comment le dire, et puis il a fait dites-le comme vous voulez, parce qu'en fait c'est un nom, ça se dit à l'allemand. Et puis, c'est ça, un truc comme ça. Puis il a fait non, Edith Baker, ça me va. David Redbacker, qui déjà, de façon impressionnante, a évolué physiquement. On a vu ça s'opérer, impressionnant quoi. Franchement, on avait peur un peu de son côté frêle pour un défenseur. Là, il est parti à la salle, et pas qu'un peu. Il y a Hudson aussi qui va arriver. Ouais, plusieurs. C'est quelque chose aussi. L'américain, là. Laurent parlait du fait qu'il manquait peut-être un gardien. Ça c'est vrai quand même qu'on. Bon, il y a Sam Montembeau, et puis il y a un duo qui existe. C'est pas Price. Mais mais seulement moi, lui, Montembeau, il fait le boulot. Il a largement fait le boulot cette année. On n'a pas de gardien All-Star, clairement, au Canadien pour l'instant. Après, ça se construit. Ça peut gêner, Et il parlait d'un gros défenseur aussi. Il n'y a peut-être pas d'un gros défenseur aujourd'hui, mais il y a en matière de prospect en défense, c'est incroyable ce qu'ont les Canadiens. Donc si ça se développe bien, il est là-dedans. Le futur gros défenseur des Canadiens, au moins un en tout cas, il est déjà dans l'effectif. Mais c'est un jeune, il va falloir qu'il se développe. Puis ils ont eu récemment le choix de premier tour. Avec Slavkovski, donc son développement a lieu aussi. Finalement, on en parle moins parce qu'il y a tellement de hype autour des nouveaux qui arrivent. Mais il y a Slavkovski aussi qui a tout approuvé. Moi, j'ai vu qu'il avait fait un gros travail physique. Beaucoup de. Lui aussi, sur sa prépa, il a pris vraiment de la grosseur, donc il va être intéressant à suivre. Et les Canadiens d'ailleurs qui ont récupéré Tanner Pearson, qui ont tradé le gardien qu'ils avaient récupéré des Penguins. Il en a parlé, Laurent de Pearson. C'est ça. Donc New qui était déjà arrivé avant, mais Pearson c'était en échange. En fait, c'est très malin ce que font les Canadiens jusque-là, puisqu'ils récupèrent à chaque échange quand même un certain nombre de joueurs qui ont un peu de valeur, pour ensuite aller récupérer d'autres derrière. C'est du travail d'agent, ça. Non, c'est ce que je dis ça parce que le DG était un ancien agent, donc il se connaît dans le métier, c'est ça que je suis en train de te dire. Il a du métier, donc. Connaît la valeur des joueurs sur le marché. C'est ça. Et il semblerait qu'il y a un très très bon boulot de fait par rapport à aussi, on en parle souvent, mais du manque d'attractivité des marchés canadiens et québécois en particulier pour les Canadiens de Montréal. Les joueurs n'en rêvent pas parce que l'imposition. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'il y a la fiscalité qui est canadienne, qui est compliquée. C'est vrai que pour construire une équipe. Mais là, tout compris, il faut aller chercher des jeunes. Des jeunes talentueux. Et des personnes qui en veulent. Accepter pendant quelques années que ce soit compliqué, pas vendre du rêve, et puis derrière, on sait que la pression sera là à Montréal de toute façon. Mais il y a encore peut-être quelques années un peu difficiles, mais normalement, à horizon 3, 4, 5 ans, on devrait voir les Canadiens. J'ai envie de dire, faut qu'ils fassent une Briançon. Faut qu'ils fassent une Briançon à NHL qui reconstruisent une équipe qui donne envie aux fans de la suivre, qu'ils arrivent à s'identifier avec il y a toujours ce débat des joueurs québécois à Montréal, c'est toujours demandé, mais s'appuyer sur des joueurs qui font plaisir à suivre, un jeu un hockey qui est plaisant à regarder et à suivre,
Et puis si voilà, les résultats vont suivre ensuite. Couver les jeunes, les développer bien, en les faisant petit à petit rentrer dans ce roster de l'équipe. Et puis voilà, ça devrait être sympa. Le futur est quand même prometteur de ce côté-là. Il est aussi du côté d'Ottawa d'ailleurs. Construire pour l'avenir, mais bien construire, faire des gros piliers et faire en sorte que on puisse savoir gérer n'importe quelle situation à l'avenir, quoi. Oui, complètement, tout à fait d'accord avec toi. On est pas mal là sur l'émission, on a fait un peu le tour des sujets principaux, on va dire. Bon, on n'est pas venu sur tous les scores de Magnus. Juste deux petites choses par rapport à la Magnus auxquelles je pensais. Saluer Léo Faure, en espérant qu'il reviendra dès que possible et puis à 100% de sa capacité au jeu. Voilà, alors c'est pas que, enfin c'est le saluer lui évidemment et c'est à lui qu'on pense en premier lieu, mais aussi saluer tout ce qui s'est passé autour parce qu'il peut y avoir beaucoup d'acrimonie, voire de rancœur et de colère autour d'une blessure. Et là vraiment ça a été très classe de tous les côtés. C'est un accident, on va dire, c'est du hockey sur glace, c'est un sport physique, ça arrive, hein, les blessures graves, ou importantes du moins. Mais le communiqué très du père était très bien écrit et très clair. Personne n'a été incriminé. Le joueur en question qui a fait la charge, voilà, il a été sollicité. Ça a été le premier à demander des nouvelles. Christophe est allé voir Léo Faure lui-même. À l'hôpital le lendemain. L'équipe de. C'était quelle équipe déjà Chamonix. Chamonix, ouais, Christophe. Qui a demandé tout le staff après le match, comment ça se passait, etc. C'est du hockey, malheureusement, ça nous rend fiers quand même de voir ça. Un traitement une très belle solidarité. C'est la hockey famille. Ouais, et donc, ce que j'ai envie de dire. Reviens vite, Léo, au jeu. On sera ravis de te revoir sur la glace. Donc ça, et puis faire peut-être un petit point quand même sur le classement de Magnus, parce qu'on a parlé des résultats, mais c'est surtout ça, savoir où on en est. Évidemment, parce que on parle d'un championnat serré, je peux même peut-être aller regarder les points à côté. On peut rigoler en disant le troisième va vous surprendre. Dans les annonces de vidéos qui parfois font des buzz énormes là-dessus, mais on est à Rouen-Angers du haut de tête attendu, on va dire. Mais le troisième, il n'est pas Grenoble, c'est Nice. Voilà, Nice qui fait, on n'en a pas parlé spécifiquement, mais qui a très bien réussi son coup pour l'instant, qui est bien positionné. Ensuite, on trouve Chamonix. Voilà, chapeau aux pionniers. Surprise. Voilà, surtout que c'est pas seulement Grenoble après derrière. Là. Grenoble qui est un peu en retard sur son... cinquième. Ouais, qui n'est que cinquième. Après, ça peut aller vite avec le nombre de matchs. Mais attention à ne pas prendre trop de retard, notamment sur le duo de tête qui ne perdra pas beaucoup de points. C'est des matchs, c'est des matchs importants qu'ils ont perdu. Tu regardes Angers, Chamonix, c'était un match où est-ce qu'ils doivent prendre les points, mais Angers, s'il y a une égalité, etc., c'est toujours... voilà quoi, ça va bloquer par rapport peut-être au goal average et tout. C'est ces concurrents-là qu'il faut intimider. Et puis là, ils se sont fait... Angers a gagné contre Grenoble à domicile et avec un large score, parce qu'à un moment je crois qu'il y avait même 5-1. Donc félicitations au Duc. Laurent qui dit que Nikita Sherbak est bien transparent pour l'instant. Wait and see, il découvre aussi le championnat de France. Mais bon, de manière générale, je parle pas du tout de son cas personnel, mais attention aux effets d'annonce des fois de très gros CV qui arrivent. Faut quand même, je parle pas de lui vraiment, je ne connais pas son cas du tout, mais parfois, est-ce que la motivation est là? Est-ce que le niveau est encore là, physique? Est-ce que, pas le niveau technique, parce qu'en général, c'est des joueurs qui ont fait des carrières comme ça, on sait qu'ils l'ont, mais parfois, c'est pas plus mal d'avoir des jeunes qui ont envie de prouver, qui sont un peu passés à travers les filets du hockey nord-américain de très haut niveau, que des gros CV qui arrivent, faut un bon équilibre, mais bon, en tout cas, son équipe marche fort. C'est ce qui compte le plus. Après, peut-être qu'il sera là dans les moments les plus compliqués, les plus difficiles. Nino nous disait qu'à la décision, c'est compliqué pour Sherbak, même s'il est de plus en plus impliqué dans le jeu en juin. Donc, on va voir son développement aussi. Il arrive en France, c'est un autre championnat. Exactement. Donc, on verra bien. On peut pas remettre en cause son talent, ça c'est... Non, le niveau fondamental, c'est clair qu'il est là. Il y a plein de choses, il y a le championnat français, il y a les règles, parce que sur l'impact physique, les charges, retardement, etc., c'est compliqué. D'ailleurs, Sherbak a été appelé par la commission par rapport à une faute, donc ça rebondit un peu sur ce que je dis. Il y a tout ce qui est autour, l'aspect... jouer dans un hockey français, quand tu as connu des ligues comme la NHL ou la HL, c'est sûr que en termes d'adaptation, c'est un peu plus compliqué. Quoi. Ouais, absolument. On va regarder ça avec attention, mais en tout cas, dans une équipe qui fonctionne bien et qui gagne, c'est pas un problème. Si l'équipe était... Ouais, c'est ça. S'ils avaient tout misé sur lui... En gros, s'il était à Gap, là, je pense qu'on se poserait vraiment des questions.
à ce niveau-là. Il est trop dans la passe. On me dit, ouais, ça c'est possible aussi qu'il n'ait pas encore le. Ouais, ça, le talent est indéniable, mais ça, Après, ce qu'il est en train de dire, c'est c'est une question d'adaptation. Ouais. Mais Didio Balsamo est très fort, ça compense. Bah, bien sûr, c'est dans le top joueur français. Il fait un gros début de saison. Je crois qu'il est deuxième scoreur du championnat, donc. Exactement. Ça compense. Très bon joueur. Donc du coup, on était à Grenoble. Derrière, quand même, Marseille. Marseille qui est présent et qui prend des points aussi. Intéressant. Puis Amiens, puis Briançon. Et après, les 4 derniers. Je vais me dire Marseille. Leurs 2 premiers matchs à domicile, c'est de blanchissage. Ouais, absolument. Et puis, c'est dingue. Et leurs défaites ne sont pas des grosses défaites. Ils étaient dans le coup quasiment à chaque fois. Bah non, mais ouais, c'est ça. Tu regardes Nice, ils étaient dedans. Ils ont ouvert le score par Teddy D'Acosta sur un tir de pénalité. Ils ont remporté le match très important contre Sergi. C'est ça. Puis à 3 minutes de la fin, ils perdent contre Nice. Mais c'est des rencontres intéressantes. Ouais. Ils sont au niveau de la magnitude. Ils ont une infériorité numérique qui est excellente. Je sais même pas si c'est pas la meilleure de Magnus en termes de chiffres. D'ailleurs, Tardif Junior le disait, il est impressionné par ses joueurs sur l'infériorité, même sur le powerplay qui est hyper intéressant côté Marseille. Donc c'est une équipe moi qui me surprend. Ouais. Et rappelez-vous de ce que je vous avais dit, le fait que John Vickel et Paul sont demi-frères n'est pas anodin. Voilà, il y a énormément de hockey, d'expérience, de lecture, de qualité de lecture du jeu. Donc voilà, ça joue aussi dans la réussite marseillaise actuelle. Voilà, faut pas s'enflammer, Marseille n'est pas non plus en tête du classement, mais en tout cas ils font du boulot. C'est clairement pas les objectifs annoncés non plus. Non, en fait ils n'ont pas de pression vis-à-vis de cela parce que même si évidemment les joueurs ils visent pas le maintien, on se le sait, chaque joueur vise mieux, mais pour l'instant l'opération maintien est en bonne voie, et Marseille peut même peut-être viser mieux. Et c'est ça, c'est ce qu'on verra. Et ce sera intéressant à suivre. Donc pour l'instant, devant Amiens, devant Briançon. Et les 4 derniers, Cergy. Mais alors, Cergy, c'est un peu en trompe-l'œil, puisqu'ils ont quand même pris beaucoup plus de points que cette place-là. Mais ils arrivent quand même à être devant Anglette, devant Bordeaux, qui est avant-dernier actuellement. Bordeaux, c'est fou. Ouais, là, il y a eu beaucoup de blessés. Et beaucoup de blessés aussi. C'est ça, ils viennent de récupérer Baudouin. Il n'y a pas Spinozzi, qui est peut-être le meilleur défenseur du championnat. Donc. Offensivement, c'est compliqué. Pourtant, sur le papier, il reste une très très belle équipe. Moi, il y aura une réaction, on pense. J'ai regardé la fin de match entre Bordeaux et Anglette. Et voilà, il y avait Anglette qui menait d'un but. Besoin de prendre des points, Et puis, tu regardes quand ils retirent Papillon et qu'ils mettent leurs 6 joueurs. Quand tu vois les 6 joueurs sur la glace, tu te fais ah ouais, quand même, il y a de la qualité à Bordeaux. Donc, c'est ça, avec le festival russe lors du dernier match. Ouais, c'était pas Bordeaux contre Anglette, c'était Polodian contre Anglette. C'est Polodian qui a gagné le match. Non, mais voilà, c'est toujours une victoire et toujours collective, mais ça sert d'avoir des joueurs un peu au-dessus du lot. Et puis les 2 gardiens à féliciter. Ouais, exactement. Quentin Papillon et Dylan Saint-Cyr ont fait un match incroyable. Dylan Saint-Cyr qui est au rendez-vous. C'est la même chose que ce qu'on voyait en NCAA. Là, je vois les mêmes types d'arrêts. En tir de pénalité, j'ai cru que ça serait inarrêtable. C'était hyper long. À un moment, je me suis dit, même les commentateurs étaient en train de se dire on va en avoir pour un quart d'heure. Mais Polodian a sauvé Bordeaux sur cette fin de match. Anglette prend un point. C'est pas immérité. Au vu du match, les 2 équipes méritaient de prendre des points, donc ça a penché en faveur de Bordeaux. Mais si ça avait été Anglette qui aurait gagné cette série, ça aurait pas été scandaleux non plus. Voilà, très bien. Et puis le dernier gap, faut vite se sortir de l'ornière. Alors après, ils ont réagi quand même, on l'avait dit, en modifiant le roster avec 2 changements. Il faut le temps que chacun retrouve ses marques dans ce nouveau collectif, et il va falloir que ça paye quand même à un moment donné, parce que faut pas rester enterré comme ça en fin fond de classement. Ça va être dur sinon pour les têtes. Faut trouver des solutions. Faut trouver les solutions, ce qui marche pas. Eric Blais est beaucoup plus qualifié que moi pour trouver ces solutions, et je ne doute pas qu'il va les trouver, les solutions. Mais faut se poser les bonnes questions. Dans l'effectif, il y a la possibilité de rajouter des joueurs étrangers. Peut-être que c'est en train de regarder le marché, qu'est-ce qui pourrait être intéressant à aller chercher. Il y a quand même la perte de Benjamin Lagarde également qui n'a pas été conservée. Donc offensivement, il faut que tu arrives à le remplacer quand
qualitativement pour avoir un nombre de points et de buts par ce joueur. Gap, pourtant sur le choix du gardien, voilà, les deux gardiens sont bons. Sur le papier, c'était une équipe intéressante. Ils se sont renforcés avec des joueurs de qualité. Il n'y a pas eu réellement de paris. Après, moi, si je dois je les vois jamais David terminer dernier. C'était des choix fiables. Et aujourd'hui, les voir à cette position, c'est un peu paradoxal au vu de l'effectif. Ouais, tout à fait. Donc, curieux de voir comment ça va se passer. Il faut voir la suite du calendrier. Peut-être trouver des victoires qui vont apporter de la confiance aussi. Peut-être qu'il faut juste trouver la bonne dynamique et partir sur celle-ci. Les faux départs, ça existe. Puis là maintenant il faut juste trouver le match pour faire en sorte que ça soit qu'une histoire ancienne, quoi. Ouais, probablement que dimanche prochain on aura un début de réponse sur voilà, la réaction. Dimanche prochain on aura un classement complètement différent, c'est certain. Donc, probablement. C'est ça qui est passionnant également. Et puis Nino qui me disait par rapport à l'infériorité numérique que c'était pas Marseille qui avait la meilleure mais Briançon. Donc en termes de jeu, c'est pas surpris. C'est pas surprenant, c'est une équipe qui est agressive un peu, donc c'est vraiment pas mal. Très très bien, note positive sur Briançon pour terminer, les deux rivaux éternels, hein, Briançon et Gap. C'est ça, c'est que les dernières années c'était plutôt Gap qui gérait et puis Briançon qui avait du mal, mais là cette année le derby va être encore plus passionnant je pense, encore plus que ces dernières années, même s'il était quand même serré malgré les difficultés de Briançon, donc j'ai juste envie d'attendre ce fameux derby Gap-Briançon. Il y a beaucoup de matchs qui sont excitants sur le papier. Là, il y a énormément de matchs qui sont hypants. Le Bordeaux-Anglais était incroyable. Le Rouen-Grenoble va être hyper intéressant. Angers, pareil, sur les grosses affiches. Des affiches, on peut en faire je ne sais pas combien, Sylvain. C'est clair. Et puis l'actu NHL aussi qu'on va continuer de suivre. Si vous avez des idées ou vous avez envie qu'on aborde certains sujets, n'hésitez pas. On se garde juste un peu un droit de réserve sur la D1, voilà. Parce que quand même on est concerné un peu au premier lieu. Donc voilà, c'est par mesure d'équité envers tout le monde. Mais sur la Magnus, sur le hockey européen, sur nos Français de l'étranger, sur le hockey au féminin, sur la NHL évidemment, on va continuer de vous en parler. Voilà, n'hésitez pas à nous mentionner. Venez nous suivre sur les réseaux, les différents réseaux. Twitter, Instagram, TikTok, et notre page Facebook évidemment. Ouais, si vous ne l'avez pas vu, allez voir notre vidéo où on classe les maillots de Magnus. Voilà, du plus éclaté au MVP. Vous allez vous marrer, je pense, nous on l'a fait vraiment dans cet esprit-là. Et vous aurez dès mercredi une autre vidéo, un peu dans le même style, fun, sympa et tout, voilà, qui sera pas on va partir sur ça. Voilà. On se prétend pas comme des experts incroyables, nous on est juste là pour le fun et on espère que vous aimez. N'hésitez toujours pas à donner votre avis sur les vidéos. Voilà, il y a l'espace commentaire qui est disponible, nous on les lit tous vos commentaires, on vous répond à chaque fois. Exactement. Et puis pareil sur nos réseaux, notre page Instagram, notre Twitter, vous pouvez nous DM si vous avez des questions, si vous voulez proposer des choses, n'hésitez pas, c'est ouvert. Voilà, on espère que notre petit décor dans lequel on a décidé de s'installer vous plaît bien, continue de bien vous plaire, avec ces quelques légendes francophones notamment du hockey. Disponible sur Twitter, Instagram si vous voulez les voir plus en détail. Avec une très jolie s'amuser à faire une petite vidéo pour vous les présenter, nos petites mascottes derrière. Exactement, voilà, on arrive aux 45 minutes d'émission. C'était un plaisir d'être là avec vous, d'échanger, et puis on a hâte de la suite tout simplement. Donc voilà, tous les dimanches en gros, vous aurez ce live pour parler de l'actu hockey sur toutes les glaces. Tous les dimanches matin, toujours au même créneau, hein, voilà, de 11h à la fin du live, parce que des fois on s'étale un peu sur les sujets, mais c'est toujours avec passion, et puis nous on voit pas le temps passer avec Sylvain. Exactement. Et tous les mercredis, on essaiera de vous publier une vidéo sympa, décalée comme ça, avec des tier lists, des tops, des équipes types, tout ça. On se prépare franchement des vidéos vraiment cool. Franchement, on est en train de regarder un peu les sujets sur lesquels on va traiter cette saison. Et puis moi je pense que vous allez kiffer, parce que nous personnellement on va kiffer. Et puis si vous arrivez un petit peu à vous identifier à notre contenu, je pense que vous allez vraiment apprécier ce qu'on fait avec Sylvain. Allez, salut tout le monde, on a hâte de vous retrouver pour la prochaine. Merci à tous.